And Trump wants a Nobel Peace Prize, by the way, for the planned ethnic cleansing so that they could profit on the land and turn it into a beach town. So let me say this. This is our never again. You need to tell your children what happened in Gaza. You need to tell them exactly who did it, exactly whose families were involved in this. And when you hear in the future somebody tell you, like, we're going to Gaza Beach for a vacation, you need to look at them like they are the absolute vermin of our society, because they are. Their children will be cursed. If you go and you play in the sand where you know that your forefathers planned to mass murder children, your children's children will be cursed. Gaza belongs to nobody but the Palestinians. You can't commit that much evil in broad daylight and not think it's going to come back to haunt you. Anyways, God bless. May he get his Nobel Peace Prize. Et Trump veut d'ailleurs un prix Nobel de la paix pour le nettoyage ethnique planifié, afin qu'il puisse tirer profit de cette terre et la transformer en une ville balnéaire. Alors, laissez-moi dire ceci. C'est notre plus jamais. Vous devez raconter à vos enfants ce qui s'est passé à Gaza, leur dire exactement qui l'a fait et quelle famille était impliquée dans cette affaire. Et quand, dans le futur, vous entendrez quelqu'un dire qu'il va à Gaza Beach pour des vacances, vous devrez le regarder comme s'il était la vermine absolue de notre société, car c'est le cas. Leurs enfants seront maudits. Si vous allez jouer dans le sable, là où vous savez que vos ancêtres avaient prévu de massacrer des enfants, les enfants de vos enfants seront maudits. Gaza n'appartient à personne d'autre qu'aux Palestiniens. Vous ne pouvez pas commettre autant de mal en plein jour sans penser que cela va vous revenir hanté. Quoi qu'il en soit, Dieu vous bénisse. Qu'il reçoive son prix Nobel de la paix. Sans plus tarder, je vous laisse savourer la première partie donc, de cet épisode tant attendu de l'interview avec Xavier Poussard. Je vous remercie, je souhaite la bienvenue. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour vos encouragements. Comme beaucoup d'Américains évangélistes, en fait, Charlie Kirk, il y a encore 2 ans, était intégralement sioniste. Et en fait, ça a basculé ces derniers mois, et Charlie Kirk commençait à aller sur Jeffrey Epstein, le Mossad, commençait à dénoncer la Jewish philanthropie qui était derrière la promotion du wokisme. Parce que on peut dénoncer le wokisme, on peut dénoncer le LGBT, mais qui finance? Qui a financé ça? Qui a promu ça pendant des années, hein? Et en fait, c'est ça que Charlie Kirk était en train de commencer à dénoncer. Et aussi, sur le 7 octobre, Charlie Kirk commençait à pointer, je dirais, les incohérences du narratif et de poser la question de savoir si Netanyahou n'avait pas au moins laissé faire. Et aujourd'hui, aux États-Unis, disons, le grand public américain se pose énormément de questions sur les larmes de crocodile de Benjamin Netanyahou à la suite du décès de Charlie Kirk, puisque Benjamin Netanyahou a été le premier à réagir à son décès, est venu sur tous les plateaux télé expliquer que c'était une voix d'Israël qui disparaissait. Et là, tous les Américains disent non mais attendez, ça colle pas. Genre, la masse aujourd'hui est sur cette suspicion d'un assassinat commandité par Israël. Ils disent on n'a pas le droit. Mais c'est faux, on n'est pas monté en masse par la force. Les Juifs sont montés peu à peu. Mon arrière-grand-père, il a quitté l'Ouzbékistan il y a 150 ans, d'accord, pour venir ici à dos de chameau. Mon père, il a quitté le Liban quand il avait 14 ans en 1951, il est venu ici aussi comme ça, d'accord. Peu à peu, ils sont venus, et pas par la force. C'est l'ONU qui a donné. L'ONU elle-même qui a révisé un des 3 critères en abaissant considérablement le seuil, ok, vous l'avez bien compris. Mais ce même ONU qui si vous en doutez, et je pense qu'on est plusieurs, même ceux qui sont contre mon discours sur Israël, à être d'accord sur le fait que l'ONU roule pour le gouvernement mondial. À ce sujet, je vous renvoie un prétendu génocide en cours, une famine qui n'existe pas, mais qui est dénoncée par l'ONU et les ONG à la solde du Hamas, sont le carburant de la propagande des pro-palestiniens contre Israël dans le monde. Dans son encyclique de 2009, je ne sais plus exactement le titre, où il appelait à la création d'une organisation politique planétaire en liaison avec l'ONU. Mais l'ONU, c'est le temple du maçonnisme. Il n'y a aucune alliance possible entre l'Église et le monde. Point barre. C'est au monde de s'adapter à l'Église.
Pas par la force, c'est l'ONU qui a donné cette vous l'avez bien terre. compris. Mais ce même ONU qui, si vous en doutez, et je pense qu'on est plusieurs, même ceux qui sont contre mon discours sur Israël, à être d'accord sur le fait que l'ONU roule pour le gouvernement mondial. Pas par la force, c'est l'ONU qui a donné cette terre. Pas par la force, c'est l'ONU qui a donné cette terre. Et pendant ce temps, les images des Palestiniens diffusées à la chaîne montrent des visages bien portants. Pardonnez-moi, je crois qu'on voit tous les mêmes images. Je vous mets au défi, je mets quiconque au défi de me sortir des images, pas une image isolée, plusieurs images, hein, comme on l'a vu avec les Juifs qui sont retenus en otage, comme on l'a vu avec les Juifs qui étaient retenus dans les camps de concentration également de ces corps. ما كنا نحذر منه حدث أن يعني بدأت الحالات تتقاطر إلى مجمع ناصر الطبي ومنهم. Et pendant ce temps, les images des Palestiniens diffusées à la chaîne montrent des visages. The problem is not Netanyahu. The problem is the whole of Israeli society. If you look at the polls, about 70 to 75% in polls say there are no innocents in Gaza. No innocents. And there's nothing but children. Yeah. The IDF, the Israeli Defense Forces, they kill children as a hobby. As a hobby. Yeah, I've seen some videos of like how proud they are when they kill a child, and it's really... It's a Jewish supremacist state. Because for the people of Israel, Gazans are vermin. They're garbage. They're human refuse. Every few years, they report, Netanyahu's going. Netanyahu's finished. No, he's not. And you know why? Because he's an obnoxious, narcissistic Jewish supremacist. And that's Israeli society. Obnoxious, narcissistic Jewish supremacist. When they see him, they see themselves. So there may be quarrels on this policy issue and that policy issue, but at the end of the day, they keep voting for him. And they vote for him because Netanyahu is not just the face of, he's the reality of Israeli society. Et donc, quand certains d'entre nous ont dit « Bon, eh bien, laissez-moi m'instruire parce que je vais peut-être retrousser mes manches et être radicalement pro-israélien. » Puis nous avons regardé et nous avons percé ce voile. Nous nous sommes dit « Oh mon Dieu, comment ai-je pu être pro-israélien ?» Et maintenant, vous voulez qu'on se taise. Maintenant, vous voulez que notre influence disparaisse. J'ai publié cette semaine un article sur Charlie Kirk et ce qu'il traversait à la fin. Et j'ai publié la chaîne de texto 48 heures avant sa mort où il disait qu'il ne m'avait pas laissé d'autre choix que d'abandonner la cause pro-israélienne. Il s'est réveillé et a réalisé comme moi. Oh, je pensais que vous me souteniez parce que vous étiez mes amis. Je pensais que vous me souteniez parce que je chercherais à obtenir les faits. Je pensais que vous me souteniez parce que vous vouliez que j'aie une tribune parce que je dirais la vérité au pouvoir. Et puis quand vous vous êtes retourné et avez réalisé, eh bien, waouh, j'étais juste votre esclave. Vous me voyez comme quelqu'un d'autre. Et pour Charlie, je pense qu'il réalisait à la fin que si vous prenez le shilling du roi, vous faites la guerre du roi. Et les signes sont clairs. La haine contre Israël grandit, les nations se liguent, les alliances se forment dans les coulisses et les événements se précipitent. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, de la montée en puissance de l'antisémitisme mondial à la préparation de la reconstruction du troisième temple, n'est pas un hasard. À mon avis, l'Orient. Puisque même, si je ne me trompe pas, même les Arabes sont appelés des Sémites. D'accord ? Les Arabes, c'est des Sémites. Donc il y a quelque chose qui fait partie de l'Orient. Précipite tout ce que nous voyons aujourd'hui, de la montée en puissance de l'antisémitisme. Les Arabes, c'est des Sémites. Donc il y a quelque chose qui fait partie de l'Orient. Okay. Pour l'heure, nous le recevons et nous avons hâte d'entendre ce qu'il va nous partager. Indispensable petit micro. Ça ne doit pas rester secret. Jésus a dit « Allez, allez et prêchez ». Nous devons faire connaître nos expériences avec Dieu.
Et nous devons prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a des choses qui sont des révélations que l'on tait, et un jour, on le dit publiquement. J'ai eu depuis très longtemps la conviction que les Illuminati étaient en fait dirigés par des Juifs. Oh, j'aime Israël et je ne condamne pas Israël. Mais je m'apprête à dévoiler quelque chose à propos du grand complot qui se prépare pour la Troisième Guerre mondiale, qui n'a qu'un seul but: faire de Jérusalem la capitale mondiale. Nous savons que c'est annoncé dans la Bible. Ce que nous savons moins, c'est qu'en fait les Juifs préparent eux-mêmes leur propre guerre. Et que tout nous pousse à la haine raciale. Il faut donc être très attentif et ne pas se laisser piéger. Il n'est pas question d'accuser les Juifs, mais il est question de savoir que le monde est sous grande manipulation et que nous ne devons pas nous faire manipuler, parce que nous allons avoir des comptes à rendre au Seigneur. Une haine est en train de monter et on fabrique des centaines et des centaines de vidéos de Charlie Kirk qui prend position pour Israël. Et de l'autre côté, une vidéo sortie par Candace Owens où Charlie Kirk pose question et s'interroge sur la possibilité que le Mossad ou d'autres organisations, d'autres armées de ce monde aient pu placer certaines personnes à certains endroits pour atteindre certains objectifs. Et regardez. Jewish communities have been pushing the exact kind of hatred against whites that they claim to want people to stop using against them. Now, I don't like generalizations. Not every Jewish person believes that. But it is true, the Anti-Defamation League was part and parcel with Black Lives Matter. It is true that some of the largest financiers of left-wing anti-white causes have been Jewish Americans. They went all in on woke, and it wasn't just ADL. It was some of the top Jewish organizations in the country that have done that. In fact, we have seen this with the recent retreat of Jewish donations that are no longer going to be administered to colleges, right? Mark Rowan, Leon Copperman. Can we get that full list? It's very powerful. The part of the, so that's totally true. And by the way, Tucker Carlson reinforces this. So I'm going to kind of, it was quite a day on the internet. Tucker Carlson was interviewing Candace Owens. We have Candace Owens coming up next hour. And Tucker Carlson mentions that Jewish Americans have primarily been financing cultural Marxist ideas. We said this, by the way, last week, and people came after us. We were on top of it. We actually said it in a different way. We said, I'm glad that Jewish Americans are reconsidering their financing of cultural Marxism. And people misunderstood it intentionally and slandered us as being anti-Semites. But listen to this. Tucker Carlson is completely correct by saying this, that the philosophical foundation of anti-whiteness has been largely financed by Jewish donors in the country. Une vidéo sortie par Candace Owens où Charlie Kirk pose question et realize that Epstein, with his little friend Ghislaine and Ghislaine's father, Robert Maxwell, who is obviously a spy of the Israeli intelligence agencies, that there was something else going on here. Epstein was not some sort of whiz-kid hedge fund manager. Epstein was playing a part. Epstein was a LARPer. Epstein was cast for a specific role, and he played it really well. The sweatpants and the Harvard jacket, the kind of disheveled hair, looking as if he was so smart and above the clouds that he was doing advanced mathematic equations on the back of napkins. But if you actually go into some of the videos of people that met with Epstein at the time, they said he was awfully unimpressive when it came to finance and markets and economics. And it's nothing new that if you're in the intel agencies, you want to try and get as much blackmail on powerful people as possible. Easy, not hard. And this is no longer just speculation. First of all, the evidence that shows that Epstein was a creation of either Mossad, Israeli intelligence, American intelligence, Saudi intelligence, or maybe he was just a hired gun. Maybe he was just the guy that countries would go to and park a couple $100 million and say, hey, can you get one of the members of the royal family with a 13-year-old so we can get them to do what we want to do? Members of Congress are actively being blackmailed. The Epstein playbook
is being used on a daily basis. Jeffrey Epstein was not a financier. He was not a hedge fund manager. Jeffrey Epstein was a key player in a multi-decade blackmail operation against the most powerful people on the planet. Une vidéo sortie par Candace Owens où Charlie Kirk pose question. Playbook is being used on a daily basis. Jeffrey Epstein was not a financier. He was not a hedge fund manager. Jeffrey Epstein was a key player in a multi-decade blackmail operation against the most powerful people on the planet. Une vidéo sortie par Candace Owens où Charlie Kirk pose question. Israel many times. The whole country's a fortress. When I first heard this story, I still have the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic machine gun that is an IDF soldier, right? The whole country is surveilled. And so let me just kind of go through this. We don't talk about Israeli politics very often, and most Americans don't know this. The last 9 months, Israel was on the brink of civil war. It's not an exaggeration. This judicial stuff, there were hundreds of thousands of Israelis taking to the streets because Bibi Netanyahu is basically redefining the Israeli constitution. That's not an exaggeration, right? He said the judicial branch has too much power. There were protests planned this week against Netanyahu, where they anticipated tens of thousands of people to take to the streets. That's all gone, Patrick. Netanyahu now has an emergency government and a mandate to lead. I'm not willing to go so far that saying that Netanyahu knew or there was intelligence here, but I think some questions need to be asked. Was there a stand down order? Was there a stand down order? 6 hours? I don't believe it. Israel's the size of New Jersey. When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. Wow. 6 hours. They're live streaming the killing of Jews. Did somebody in the government say stand down? That is a legitimate, non-conspiracy question. The whole country is the IDF. The whole country is. Yeah. And you're trying to tell me that they're going to concerts and kibbutzes and schools? Sur sa chaîne. Pour l'heure, nous le recevons et nous avons hâte d'entendre ce qu'il va nous partager. Indispensable petit micro. C'est que Israël est au cœur du complot des Illuminati pour la Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce que les Illuminati? Les Illuminati sont un groupe d'élite des francs-maçons. Vous avez tous entendu parler des francs-maçons. Secte, mouvement humain. Bon, moi je sais, j'appelle ça une secte. Appelons ça comme on veut. Organisation humaine assez floue. On ne sait pas grand-chose. On ne sait que ce que les gens veulent bien raconter. Et la vérité est difficile à savoir parce que quand vous entrez dans cette organisation, on vous demande de vous taire. Et on vous impose le silence sur certaines choses, au risque de mourir. Je sais ce que c'est que d'imposer le silence à quelqu'un pour qu'il se taise et en lui faisant des menaces de mort. Je suis sicilien. Et dans ma nation d'origine, je peux vous dire que quand on vous dit de vous taire, vous avez intérêt à vous taire. Parce que sinon, il n'y a aucun pardon, aucune rémission. Sur sa chaîne. Pour l'heure, nous le recevons et nous avons hâte d'entendre ce qu'il va nous partager. Indispensable petit micro. Les francs-maçons sont une organisation qui est basée sur le rapport de réussite de l'homme par l'homme sans Dieu. La franc-maçonnerie est la religion luciférienne par excellence. À certains niveaux de la franc-maçonnerie, on vous demande de faire des actes qui sont littéralement des actes d'adoration à Satan et à Lucifer. Bien. Cette organisation franc-maçonnique qui est installée dans le monde entier a à son sommet une élite que l'on appelle les Illuminati. Ils sont illuminés, ils ont la lumière et ils savent. Et dans ce groupe des Illuminati, d'après les sources que nous avons, qui doit faire à peu près 100 000 personnes dans le monde,
Au sein de ce groupe d'élite, il y a une élite. Au sein du sommet, il y a un sommet. Ce sommet, ce sont quelques hommes qui dirigent le monde et qui commencent à annoncer clairement qu'il faut un gouvernement mondial. Et que nous avons besoin d'un gouvernement mondial. Pourquoi? Parce que nous sommes trop d'habitants sur cette terre et les choses sont devenues trop complexes. Et la mondialisation, les échanges dans la mondialisation font que nous avons besoin d'être gouvernés par un gouvernement unique et mondial. Et cela, ce n'est pas un secret. On en parle et on ne fait pas qu'en parler, on a les preuves. Lorsqu'on voit des politiciens exprimer le désir d'un gouvernement mondial, lorsqu'on voit des politiciens en parler, alors nous comprenons qu'il y a une élite dans ce monde, élite humaine, élite rejetée par Dieu. Il y a une élite qui cherche à introduire un gouvernement mondial. Vous allez tomber des nues. Je vais vous demander d'enregistrer la vidéo parce qu'elle risque de se faire. Soyez attentifs. Je vais vous parler d'une anecdote qui va expliquer beaucoup de choses sur les sociaux. Ok? Regardez. Vous savez qu'en 2003, Bush, fils, a appelé Chirac au téléphone. Selon le journaliste américain Kurt Eichenwald, qui a travaillé pour le New York Times. Bon. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Bush? Il lui a dit, les forces de Gog et Magog sont présentes au Moyen-Orient. Donc Gog et Magog, selon les prophéties bibliques, ce sont les forces du mal qui vont à la fin des temps attaquer Israël. Mais Israël va quand même gagner. D'accord? Bon. Et Bush lui dit, donc Gog et Magog sont présents contre Israël. Et le nouvel ordre va bientôt arriver. C'est un peu ça l'idée. Hein. Le président français n'a rien compris. Il a donc appelé Thomas Romer, un spécialiste de l'Ancien Testament, pour comprendre ces notions de Gog et Magog. Mais ce qu'il faut comprendre, à la rigueur, cette anecdote, il y a des gens qui en parlent, hein, même si ils sont peu nombreux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Bush faisait partie d'une société qui s'appelait la Schooland. Et cette société qui a été fondée en 1832 aux États-Unis, hein, c'est une organisation à but non lucratif. Ils ont des monuments, ils ont des rituels à travers lesquels on devient chevalier, hein, des rituels plutôt étranges. Hein. On a le livre de Alexandra Robbins qui explique tout ça. Et selon The Atlantic, hein, un journal, on a des noms de code une fois qu'on a passé ces rituels-là et qu'on devient chevalier. Et parmi les noms de code, on retrouve Gog et Magog. Et d'ailleurs, le père de Bush, donc Bush père, avait comme surnom Gog. Ce qui signifie que quand Bush fils est au téléphone et qu'il dit que Gog et Magog, donc les forces du mal, sont en train d'attaquer Israël, parce que selon eux c'est Israël le bien, hein, et ben en réalité lui-même fait partie d'une société dans laquelle on leur donne le nom de Gog et Magog. Donc qui est véritablement la force du mal? En réalité, c'est la force qui défend Israël, et non pas ceux qui attaquent Israël. Vous voyez un petit peu cet inversement, et puis surtout, vous voyez ce filigrane, hein, qu'on retrouve, à savoir ce pouvoir messia, pouvoirs sociaux, à travers des sociétés comme la Schooland. Hein, et d'ailleurs, pour vous montrer, hein, que c'est évidemment celui-ci de pouvoir qui est au-dessus, hein, du politique, du médiatique et même du financier, ben on retrouve par exemple parmi les membres de la Schooland, on retrouve par exemple le fondateur du Times, à savoir Henry Luce. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'historien Alan Brickley. On retrouve aussi le petit-fils, hein, de celui qui a créé la Standard Oil. Donc on retrouve aussi les Rockefeller. Vous voyez tout ce beau gratin qu'on retrouve. Israël n'a pas envahi Gaza jusqu'au 7 octobre 2023. Cette date sanglante, marquée par un massacre d'une atrocité indescriptible, a été le déclencheur de la guerre actuelle. Je dis bien guerre et non pas génocide. 100% des Juifs américains pensent qu'Israël a commis des crimes de guerre. Les Juifs américains arrivent à cette conclusion. Près de 40% pensent qu'ils ont commis un génocide. C'est stupéfiant. Et encore une fois, les implications à long terme. Les Israéliens sont horribles. Et je l'ai vu moi-même. J'étais là-bas en Israël et je l'ai vu. J'ai vu comment ils traitaient les Palestiniens. Et c'est mal. Et je ne veux pas que nous soyons transformés par Hitler, par l'Holocauste, en personnes méchantes. Je ne le permettrai pas. Je ne changerai pas. Mon cœur est ouvert à tous ceux qui ont besoin d'aide, de bienveillance, et ils en ont besoin. Que
Que Dieu vous bénisse en Irlande, qui avait fait de merveilleuses démonstrations en leur faveur pour les aider à sentir qu'ils n'étaient pas seuls. Il n'y a jamais d'arabe dans les pubs en France. Il n'y a jamais d'arabe. Française, la langue CGT et la langue islamiste, musulman. Arabe. Et tout était réglé comme du papier. La langue arabe, on reprécise. Et quand on a commencé à avoir des problèmes, on a commencé à les avoir. Massacre, viol sur des bébés pour les... La justice israélienne vient d'emprisonner un journaliste israélien, Israël Frey. Pour quelle raison? C'est vraiment intéressant. Frey est le seul journaliste en Israël qui a démasqué le média mensonge des 8 bébés qui auraient été soi-disant brûlés dans le kibbutz que faisait visiter aux journalistes occidentaux ce lieutenant-colonel Vac. Et ça ne s'est pas trouvé non plus dans les médias mainstream en Europe, ça s'est trouvé dans notre livre avec Jean-Pierre Boucher, collectif Test Média International, 7 octobre, enquête sur les fake news, et ceci en était une énorme, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de bébés brûlés ou décapités, c'est une histoire complètement inventée, on le voit même d'après les statistiques israéliennes que nous avons publiées. En fait, Frey est un journaliste qui montre maintenant les victimes à Gaza de la barbarie provoquée par la soi-disant, entre guillemets, armée la plus morale du monde. Et donc c'est ça que lui reproche et c'est pour ça que la justice israélienne veut faire taire. Alors, une justice qui décide ce que les journalistes peuvent dire ou ne peuvent pas dire, c'est seulement en Israël ou bien c'est en train de commencer à venir aussi en France et en Europe? Suivez Investigation, aidez-nous en faisant connaître la vérité sur ce média mensonge-là et les autres pour démasquer et arrêter le génocide d'Israël. Merci. D'Israël sur les États-Unis d'Amérique. Gillian Michaels vient en fait de montrer brillamment pourquoi les gens pensent qu'Israël a tué Charlie Kirk parce qu'il ne pouvait pas tolérer une opinion différente et Charlie Kirk commençait à remettre les choses en question. Il commençait à dire « Pourquoi ne pouvons-nous pas repousser Israël ?» Candace Owens a montré avec obstination les textos et les déclarations privées de Charlie Kirk qui prouvaient sans l'ombre d'un doute que Charlie avait déjà décidé d'abandonner son soutien à Israël, me laissant pas d'autre choix que de laisser la pause pro-israélienne. Nous avons tous vu ces conversations privées. Nous savons que Charlie Kirk avait déjà pris sa décision. Il abandonnait Israël. Il allait à nouveau faire appel à Tucker Carlson. Il allait faire venir Candace sur la scène et... Charlie Kirk a ouvertement remis en question l'histoire qu'Israël essayait de raconter au monde à propos du 7 octobre. Comment ces types n'ont-ils pas su que cela se passait? Je suis allé en Israël de nombreuses fois. Le pays tout entier est une forteresse. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai toujours eu le même instinct qu'au début. J'ai beaucoup de mal à y croire. Je suis allé à la frontière de Gaza. On ne peut pas faire 3 mètres sans tomber sur un jeune de 19 ans avec un AR-15 ou une mitrailleuse automatique. C'est un soldat de Tsahal. C'est vrai, tout le pays est surveillé. On ne parle pas très souvent de politique israélienne et la plupart des Américains ne le savent pas. Ces 9 derniers mois, Israël était au bord de la guerre civile parce que bébé Netanyahou était en train de redéfinir la constitution israélienne. Des manifestations étaient prévues cette semaine contre Netanyahou, où il prévoyait que des dizaines de milliers de personnes descendraient dans la rue. Tout cela est terminé. Patrick, y avait-il un ordre de retrait? Y avait-il un ordre de retrait? 6 heures. Je n'y crois pas. Israël est du côté du New Jersey. Quelqu'un au gouvernement a-t-il dit de se retirer? C'est une question légitime et non conspirationniste. Et laissez-moi vous dire que ma reconnaissance des schémas au cours des 5 dernières années est devenue assez fine. Le Covid, les incendies de Maui, vous savez, Epstein. Quand je vois une histoire et qu'elle ne me plaît pas, notre instinct a généralement raison. APAC. Tous les dirigeants de l'APAC, tous les dirigeants et tous les membres de l'APAC. Merci, APAC. Merci, APAC. Que Dieu bénisse Israël. L'APAC doit s'enregistrer en vertu de la FARA, la loi sur l'enregistrement des agents étrangers des années 1930. Bien sûr, c'est un lobby étranger. Il y en a 1 million. Mais il n'y a que l'APAC qui ne s'enregistre pas. Et il n'y a que l'APAC qui est en quelque sorte au-dessus de toute critique. C'est un lobby étranger qui agit au nom d'un gouvernement étranger. C'est son intérêt. Encore une fois, c'est l'un des nombreux lobbies, mais c'est le seul qui n'a pas besoin de s'enregistrer. Et bien sûr, il devrait s'enregistrer immédiatement. Vous devriez savoir qui donne de l'argent à vos politiciens. Vous devriez savoir qui les influence. Cela devrait être consigné comme c'est le cas pour toute autre nation, tout autre lobby d'une puissance étrangère. Et seule l'APAC est exemplaire. C'est authentique. Candace Owens est en guerre contre les personnes mêmes qui, selon elle, déforment la vision de son défunt ami Charlie Kirk et de ce qu'il a vécu au cours des derniers mois de sa vie.
La pression qu'il subissait de la part des donateurs sionistes pro-israéliens envers Turning.USA et ce qu'il ressentait à l'idée de couper certaines personnes du mouvement conservateur et de ne plus être ami avec elles. Regardez, Charlie écrit dans le chat de groupe. Je viens de perdre un autre gros donateur juif. 2 millions par an parce que nous n'annulerons pas Tucker. Je pense inviter Candace. Quelqu'un écrit. Charlie écrit, les donateurs juifs jouent sur tous les stéréotypes. Je ne peux pas et ne veux pas me laisser intimider comme ça, ce qui ne me laisse pas d'autre choix que de quitter la cause pro-israélienne. Certains d'entre vous se demandent peut-être, Anna, vas-tu vraiment faire confiance à Candace Owens? Il pourrait être totalement inventé, c'est-à-dire l'échange de textos. Eh bien, il s'avère que le producteur de Charlie Kirk, Andrew Kovic, est venu parler de la véracité de ces messages. Regardons cela rapidement. C'était une capture d'écran que j'avais partagée avec des gens. Donc, c'est authentique et je veux en parler parce que je suis vraiment ravi que la vérité soit connue. Donc, vous avez la confirmation que les messages ne sont pas fabriqués. Ils sont